Des cailles Taoudeni un peu partout à travers les quatre coins du monde. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information de ce mardi 6 août 2019. À la une de l'actualité, une délégation de Koutiala composée d'autorités administratives, politiques locales, des dignitaires religieux et chefferies traditionnelles a été reçue en audience par le guide spirituel des Ansars à Bankoni Dianguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako, occasion pour la délégation de faire part de son satisfecit quant à l'élection du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Les représentants des populations de la capitale de l'Or Blanc ont rassuré à Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara de leur soutien total. Les reportages est signé Loutou Sidibé avec la voix de Moussa Famba. Exprimer son entière satisfaction au guide spirituel des Ansars pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali et le rassurer de son soutien indéfectible dans sa mission d'unir en particulier les musulmans et les Maliens en général, tel est l'objet de la visite initiée par cette délégation venue de Koutiala et composée de chefferies traditionnelles, de leaders religieux ainsi que des autorités administratives et politiques de la ville. Nous avons été bien reçus, bien accueillis par le shérif Ousmane Haïdara. Il nous a bien reçus au nom de toute la ville de Koutiala. Toutes les couches sociales de Koutiala sont présentes aujourd'hui chez le shérif. On a bien causé, on a bien échangé et le tout s'est terminé dans une satisfaction totale. Au nom de toute la population de Gérant, on lui dit courage. Courage, courage dans la tâche qu'il a, dans la grande responsabilité qu'il a eue avec les musulmans du Mali. Les Ansars de la capitale de l'Or Blanc ont, au nom de la délégation, remis une enveloppe symbolique et un courant au guide spirituel. Prenant la parole, la représentante des femmes de la délégation s'est dite rassurée du fait qu'un membre de la lignée du saint prophète paix et salut sur lui soit plébiscité à la tête de la Oumma islamique du Mali. Le président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, non moins guide spirituel des Ansars, tout heureux de cette visite, a tenu à remercier les membres de la délégation ainsi que l'ensemble des populations de Koutiala. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. L'actualité, c'est aussi l'ONG Association Solidarité pour le Développement Plus en collaboration avec la mairie des Karans dans le cercle de Kangaba procédé ce lundi 5 août 2019 au reboisement d'un ancien site d'orpaillage. Pour la circonstance, ils sont venus de partout, chefs coutumiers et fils du terroir, pour soutenir les autorités communales ainsi que les cadres de l'ONG Asso Plus pour la sauvegarde de l'environnement. Nous avons spéciaux dans le royaume de Mandé, Samera Sanogo et Nohum Kone. Celui qui aura planté un arbre au cours de son existence n'aura pas vécu inutilement, dit-on. C'est fort de cette conviction que l'ONG Association Solidarité Plus a décidé de contribuer à l'épanouissement de l'humanité à travers un environnement assaini et durable. Nous sommes à Kara dans le cadre de la journée nationale de reboisement, mais spécifiquement de la journée que nous consacrons chaque année au reboisement. Cette année, c'est un reboisement spécial parce qu'il s'agit maintenant de reboiser un ancien site d'orpaillage. Et aujourd'hui, on est là pour restaurer un ancien site qui n'est plus en exploitation et que déjà on sait que les conséquences, on connaît maintenant les conséquences de l'orpaillage sur l'environnement. On est là aujourd'hui pour essayer au moins de limiter un peu l'impact de l'orpaillage sur l'environnement. Cette cérémonie de reboisement est le fruit de la coopération entre l'ONG Asso Plus et la mairie de Kara, occasion pour les autorités communales de se réjouir de la réussite de l'événement, avant de dire que l'acte a pour but de réhabiliter un ancien site d'orpaillage, un souhait émis par les communautés de base face aux impacts négatifs du changement climatique sur l'environnement. Le programme de reboisement qui nous réunit aujourd'hui, consistant en la réparation d'un ancien site d'orpaillage et l'amélioration du couvert végétal, constitue indubitablement une réponse de base communautaire aux impacts négatifs du changement climatique sur l'environnement, les animaux et les populations. Cet espace, qui sera réhabilité par des mesures d'atténuation et de compensation des sols dégradés,
grâce à l'action humaine, sera désormais protégée contre les agressions sauvages de l'orpaillage et les coupes de bois. Nous veillerons à ce qu'il offre un cadre de vie agréable où il ne saurait tarder à émerger une faune telle que fut jadis notre environnement il y a de cela des siècles. Pour relever ces défis, la commune adoptera des modes de gestion durable des ressources naturelles par la création des jardins écologiques sur les anciens sites d'orpaillage traditionnels après leur aménagement. Permettez-moi de vous remercier pour cette belle initiative et vous donner l'assurance de notre ferme engagement à protéger notre environnement par la bonne application des pratiques environnementales dans toutes ses formes, à savoir la réduction de la coupe des bois, la diminution de la pollution des eaux et des terres, la réduction de la dégradation des sols, la diminution des pertes d'animaux domestiques, le renforcement de la conscience environnementale des populations et enfin le bien-être de notre communauté de façon durable. Pour cette étape de la commune de Kara, l'ONG Association Solidarité pour le Développement Plus, avec l'appui de ses partenaires, a pu reboiser un espace de 2 hectares pour 2100 plants. Et restons toujours dans le registre de l'environnement. Comme chaque année, une journée est consacrée au reboisement et à la protection de l'environnement organisée dans le secteur de Yamala. Cette journée a été initiée par Bakary Togola, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à Pécam. La 10e édition a été célébrée le samedi 3 août 2019 en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières des localités de Bougoni, Koumantou, de Sikassou pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara, Traman Mali. C'est dans le but de lutter contre la déforestation, de contrer la route aux ennemis des arbres, tout en les sensibilisant sur les vertus et les bienfaits des arbres dans leur localité, que cette journée est instituée par les ressortissants du secteur de Niamala depuis plus d'une décennie. Cette journée, c'est une journée de reboisement et de reconnaissance aussi de la part de la communauté à l'égard du président de l'APECAM. Nous, on a planté vraiment des milliers d'arbres aujourd'hui. Donc on ne veut que souhaiter également à la population de l'entretenir. Ça ne sert à rien de planter s'il n'y a pas de l'entretien. L'initiative qui est sur place, à savoir de protéger les jeunes plants par une clôture grillagée, est une bonne initiative, c'est une première, c'est un grand espace, le coût est très élevé, mais ce n'est pas trop payé pour avoir des arbres de demain. Cette activité de reboisement est organisée dans le but de relever les défis de la lutte contre la désertification et les effets nocifs du changement climatique et redorer la faune et la flore de la localité en plantant plus de 2000 plants sur une superficie de 4 hectares. Je pense que cet reboisement, je l'ai pris en cours. Ce n'était pas le premier président de l'association du secteur de Niamala. Il y avait mes pères, mes grands frères qui étaient là-bas. Et ils ont pensé, fait des réflexions et pensé. Et il faut prendre une journée, comme c'était un programme des chefs d'État, pour qu'on puisse venir accompagner nos parents dans le village. Et on a commencé, on a même presque fini. Et le secteur, chaque année, si on vient reboiser, au retour l'année prochaine, si tu vas faire un diagnostic, tu trouves qu'il n'y avait rien. Parce qu'avec les animaux, avec des feux de brousse, on trouve que tout a été brûlé. Donc l'association, mes grands frères, mes petits frères m'ont confié la responsabilité à un nouveau bureau. Parce que les vieux, ce n'était pas un recensement, ils ont dit qu'ils sont fatigués. Ils nous soumettent le bureau. Donc après les diagnostics, on a vu qu'il faut revoir ça. Et revoir comment on va laisser les villages même à faire leur choix. Que chacun nous donne une site. Une site, ça dépasse de leur volonté. Tu peux nous donner 2 hectares, tu peux nous donner 3 hectares, où le village même a été convaincu. Nous, on va mettre le grillage, on va les aider à mener les plantes avec les autres frères qui ont, on peut planter là-bas. Pour les autorités de la localité, cette initiative des populations de remplacer des surfaces en plan est une solution adéquate pour sauver le couvert végétal qui diminue de façon drastique à cause de la coupe abusive du bois, des défrichements incontrôlés et de la persistance des feux de brousse. Nous sommes venus au nom des autorités du pays témoigner cette action citoyenne
Parce que d'année en année, il y a 10 ans de cela, chaque année, ils passent dans une commune, dans un village, je veux dire, dans le secteur, pour planter les arbres, les sécuriser et confier à la communauté. Ce que j'ai vu ici, c'est réconfortant parce que une chose est de planter l'arbre, mais une autre aussi est de l'entretenir. L'entretien est déjà envisagé à travers une clôture en grillage pour sécuriser les jeunes plants qu'on vient de planter. Rappelons que les conséquences des phénomènes sont désastreuses et occasionnent la disparition des forêts et de la faune, l'ensemblement des cours d'eau, la migration des populations entraînant la disparition de la faune sauvage. Vivement la prochaine édition. L'actu rime aussi avec la politique dans le cadre de l'assistance humanitaire aux déplacés de la région de Mopti à Niamana. En commune 6 du district de Bamako, la section de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques ASMA, CFP de Mopti, a procédé le dimanche 4 août à une donation en quantité de vivres et de non-vivres. On fait le point avec Kayatumbaï Ibrahim Koulibaly. 150 familles des déplacés de la région Mopti au marché de bétail de Niamana ont bénéficié ce dimanche de l'ASMA CFP d'une donation composée de riz, de mil, d'habits, de sucre, de moustiquaires et de savon d'une valeur de 3 300 000. L'objectif de cette rencontre, c'est juste dire à nos parents, amis très attristés, nous pensons à eux matin, midi, soir, les réconforter et les faire savoir que nous sommes dans la recherche de la solution par rapport aux problèmes qui les touchent et qui nous touchent aussi. Parce que, chassant que nous, nos frères, n'ont pas pu rester chez nous dans la région et qui sont là à Bamako, ça sous-entend que nous-mêmes, on n'est pas logés à Bamako. Donc, ensemble, c'est de trouver une solution, dire juste que le parti pense à eux. On est en train de chercher des solutions, dégager des stratégies pour que la paix revienne. Parce que tout ceci, en tout cas, c'est mal géré quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans telle réflexion, juste leur dire quand même que, et cela prendra à faire le plus vite que possible, s'il plaît à Dieu. Les localités concernées, c'est la région de Mopti, mais particulièrement les 4 cercles en quelque sorte. Koro, Bankas, Banyagara et Douanza. C'est un peu à ce niveau. Parce que ça se fait en 2 volets, ça c'est le premier volet, mais le second volet, nous partirons même dans la région, et là, ça sera les 8 cercles. C'est à partir de Mopti, tous les 8 cercles seront concernés. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier ce geste humanitaire avant de souhaiter le retour de la paix pour qu'ils puissent rejoindre leur localité. Exprimer notre solidarité à des personnes qui sont dans des difficultés suite à la crise que connaît notre pays. Vous savez, parmi les déplacés, plus de 90% sont du centre. Donc, la coordination régionale de Mopti a estimé utile d'approcher les partis, d'approcher les présidents du parti pour venir exprimer sa solidarité à ces déplacés-là. Nous sommes là dans ces cadres et le peu que nous avons eu, ça fait une valeur de 3 millions, dont 2 millions sont rentrés dans les achats des vivres et 1 million puisque la fête approche pour les prix de condiments, vous le savez. Voilà, grosso modo, au nom du président du parti Asma Soumelibou Maïga, dire à tous les déplacés que nous sommes de cœur avec eux, que nous les suivons de près, que nous ne sommes pas venus pour les inviter à faire de la politique haute, mais nous sommes venus juste pour compatir à leur douleur et nous engager à œuvrer pour que la situation difficile qu'ils vivent puisse prendre fin le plus tôt possible. Les donataires qui ne sont pas à leur première opération ont exprimé le vœu que d'autres bienfaiteurs puissent emboîter le pas. L'actu sous un autre angle dans les cadres de leur colonie de vacances, les membres de la cellule des élèves et étudiants musulmans pour le soutien à l'islam ont effectué une visite ce lundi 5 août à Bankoni, Dianguiné-Bougou. Venus des différentes régions du Burkina Faso, ces jeunes ansars séjournent au Mali avec au menu plusieurs activités religieuses et récréatives. Les reportages signés Al-Hamidou Badini et Abdoulaye Sougoudou. La voix est celle de Moussa Famba.
L'immeuble de la Fadi, la grande mosquée chérifienne, le centre de santé et la boulangerie Chérifla, voilà entre autres les grandes infrastructures qui ont été visitées par ces élèves et étudiants venus du Burkina Faso dans le cadre de cette colonie de vacances. Un moment inédit pour certains, une occasion renouvelée pour d'autres qui ont déjà eu la chance de participer aux éditions précédentes. Ça nous a plu de faire le voyage avec eux parce qu'on a visité beaucoup de coins qu'on n'avait jamais vu. On entendait parler seulement quoi, mais on n'avait jamais vu comme le centre médical, la boulangerie. Et puis on allait à Tamanou aussi, on allait voir le cimetière de notre guide. Et puis ce matin aussi, on nous a fait visiter la grande mosquée de notre guide Chérifla. On est venu chercher des bénédictions auprès de notre guide Chérif Madame Haïdara. Bon. À force de venir comme ça, tu peux apprendre des choses que tu entends dire, que tu entends parler par les gens. Mais venir voir à vue d'œil comme ça aussi, ça fait du bien aussi. Les endroits qu'on a eu à visiter, on a commencé par la maison du guide, c'est Chérif Ousmane Madame Haïdara. On a visité Sakou, on a fait un tour au niveau de la mosquée. On est parti au niveau de, comment on appelle, là où les invités du shérif même descendent. On a vu également le forage que le shérif a donné aux femmes du quartier. On a vu, comment on appelle, l'hôpital. On est passé par son site d'élevage. On est passé visiter la cour du guide shérif Ousmane et Amatidian Haïdara également. Au shérif là, on a visité la boulangerie. La veille dimanche, les vacanciers étaient à Donyumana où se trouve le cimetière de la Sainte Famille chérifienne. Objectif, prier pour leur repos éternel et implorer les faveurs divines dans la vie présente et dans l'au-delà. Alhamdulillah, nous avons jugé nécessaire de venir rendre grâce au guide spirituel des Ansar Assid, Chérif Ousmane Madane Haïdara, l'homme du siècle, pour les différents actes posés dans le sens du progrès de l'islam et dans le sens du bien-être des populations, plus précisément en faveur des jeunes. Voilà, c'est dans ce cadre-là que se situe notre présente visite à Bamako. Au nombre des activités, nous avons les visites des infrastructures réalisées par la Fédération Ansardine, entre autres. Nous avons la télévision Chérifla, nous avons le centre de santé Chérifla, la Madersa Sadou Ziwaza, la boulangerie Chérifla et bien d'autres. La AFIM également et à la radio de son éminence à Chérif Ousmane Madane Haïdara. L'objectif visé à travers cette colonie de vacances, c'est surtout rendre grâce au shérif et montrer que la jeunesse n'est pas une raison pour être perfide. Voilà. Et dire vraiment merci au guide pour nous avoir ouvert les yeux et nous avoir montré qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école, dans les écoles arabes pour connaître l'islam. Nous qui sommes là en majeure partie, nous n'avons pas étudié l'arabe, mais alhamdulillah, nous pouvons défendre l'islam où que ce soit, sur tous les terrains religieux. Cette colonie de vacances, troisième du genre, a mobilisé environ 135 élèves et étudiants originaires des grandes villes du Burkina Faso comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Ouroudara, pour ne citer que cela. Les membres de la colonie se rendront par suite à la résidence chérifienne de Sébenikoro et visiteront aussi les locaux de Chérif la télévision. Eh bien, bon courage à vous. Voyons maintenant ce qui fait la une sur la toile. Elle est commentée par Moussa Fomba. Trois anciens membres des escadrons de la mort de l'ex-président Yahya Jammeh ont été remis en liberté lundi sur décision du ministre gambien de la Justice, 2 semaines après leurs aveux devant la commission Vérité et Réconciliation. Une décision décriée par les associations de victimes. Malik Diatta, Omar Diallo et Amadou Badji, 3 anciens soldats qui étaient soumis aux ordres directs de l'ex-président Yahya Jammeh, viennent d'être relâchés. Cette décision intervient 2 semaines après le témoignage des 3 hommes devant la commission Vérité et Réconciliation, lors de laquelle ils ont notamment reconnu avoir assassiné le journaliste Deïda Haïdara en 2004 et tué plus de 50 migrants ouest-africains échoués sur une plage en 2005, ainsi que d'anciens compagnons de route de l'ancien président gambien soupçonné par celui-ci d'avoir voulu le renverser.
2 jours après avoir été officiellement investi président, Mohamed Ould Ghazouani a nommé samedi son premier ministre, le très discret Ismaël Ould Bedda, et l'équipe gouvernementale devrait être annoncée dans les prochains jours. Le nouveau chef du gouvernement a en effet dirigé entre 2009 et 2014 les ministères de l'Habitat et de l'Emploi. Il a également été président de la zone franche de Nouadhibou, nord-ouest, toujours sous le régime de l'ex-président. Le chef du gouvernement a été nommé lundi ministre secrétaire général de la présidence. Une décision qui, là encore, ne tranche pas avec la présidence d'Aziz. Ghazouani a également nommé son directeur de cabinet Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ancien ambassadeur au Mali et son cousin par alliance. Avant son investiture, Mohamed Ould Ghazouani a reçu tous les jours ses plus proches collaborateurs à son quartier général de campagne dans la capitale mauritanienne. Cela fait 8 mois depuis que le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir en RDC, 8 mois qu'on attend un gouvernement. Et c'est en attendant au cabinet du président de la République qu'il revient de jouer le rôle du gouvernement, ce qui n'est pas du goût de beaucoup. Des flèches sont décochées en direction du directeur de cabinet Vital Kamerhe. Les détracteurs de ce dernier se recrutent aussi bien dans le camp de l'opposition Lamoka que dans le FCC et parmi ses alliés de l'UDPS. Ils ne veulent louper aucune occasion pour descendre le directeur de cabinet du chef de l'État. Sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, Vital Kamerhe est présenté comme une personnalité encombrante qui a de l'ascendance sur le président Félix Tshisekedi. Il y a une dizaine de jours, le président lui-même a rappelé fermement à l'ensemble du personnel de la présidence de la République la place importante qu'occupe Vital Kamerhe en tant que partenaire politique. Défiant les menaces de Pékin, 3 membres du mouvement démocratique hongkongais ont pris l'initiative mardi d'organiser une conférence de presse durant laquelle ils ont réclamé la protection des libertés pour chaque citoyen. Une conférence de presse selon eux afin de ne pas laisser le monopole de la communication à l'exécutif de la ville qui est aligné sur Pékin. Le gouvernement actuel devrait se sentir concerné par l'émotion de la population, mais il a choisi de ne pas prendre ses responsabilités, ont-ils déclaré, lisant des déclarations en anglais. De son côté, le bureau chinois des affaires hongkongaises a voulu prévenir mardi dans un communiqué tous les criminels violents de ne pas prendre la retenue des autorités pour la faiblesse. Nous disons clairement aux petits groupes de criminels violents et sans scrupules et aux forces répugnantes qui sont derrière eux, ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler et ils finiront par être punis. Fin de citation. Et l'on termine ce journal avec le sport basketball. Le sélectionneur national des Aiglons du Mali a officiellement publié la liste de ces joueuses qui prendront part à l'Afro-Basket Dakar 2019. C'était lors d'une conférence de presse au Palais des Sports Salamatou Maïga. Reportage Youssouf Koulibaly. Sacrée championne du 20e championnat africain féminin des nations de basketball le 30 septembre 2007 à Thiès, contre les Lions de la Tiranga du Sénégal, les Aiglons du Mali vont retrouver la capitale dakaroise 12 ans après cette compétition majeure du continent qui se déroulera du 9 au 18 août 2019 dans la toute nouvelle arena de Dakar. Pour défendre le drapeau national, 12 joueuses, dont 7 cadres et 5 MVP des différentes catégories ont été sélectionnées par le sélectionneur national Sylvain Louché. Pour le sélectionneur, l'objectif est clair et la mission n'est pas impossible. L'objectif, comme beaucoup de compétitions, c'est d'atteindre les demi-finales. Parce que lorsque vous atteignez les demi-finales, les équipes sont fatiguées, il y a plein de choses. Ça, on sait qu'en demi-finale, rarement, il y a des écarts de 30 ou 40 points. Et nous, malheureusement, on l'avait vécu à nos dépens. On avait perdu en 2017 de 1 point. Et en demi-finale, tout peut se passer. Donc, arrivons en demi-finale. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux d'être en demi-finale. Mais déjà, il ne faut pas brûler les étapes. Il y a le premier match, il y aura le deuxième match et le quart de finale. Et en espérant éviter le 8e de finale. Voilà. Donc, on va prendre match par match et essayer d'atteindre ce dernier carré. Et une fois qu'on est dans le dernier carré, on peut tout espérer. Selon le coach malien, c'est les meilleurs du moment qui ont été sélectionnés pour ce tournoi africain. D'être dans les 3 dernières éliminées, ce n'est pas un handicap. Regardez, les 3 dernières éliminées
de la dernière CAN était Khadija Maïga, était Adam Koulibaly, était Djeneba Ndiaye. Les 3 font partie de la liste des 12. Des fois, il y a des choix à faire et des fois, il y a des circonstances ou des fois la concurrence. Imaginez que vous êtes un très très bon meneur mais qu'il y a 3 très bons meneurs aussi. Eh ben, vous êtes en concurrence et des fois, il y a des postes où il y a plus ou moins de concurrence. Les Aiglones et les Lions de la Teranga mènent une lutte en distance. Les coéquipières d'Astou Traoré record women du trophée, soit 10 en tout, courent derrière leur 11e sacre depuis l'année 2000. Pourtant, les Aiglones, championnes d'Afrique en 2007 et beaucoup des Sénégalaises en finale, veulent rééditer l'exploit d'Amchatou Maïga et ses camarades. Je pense aussi qu'il y a le Nigeria qui est rentré dans la compétition. Il va y avoir quasiment 8 Américaines dans cette équipe du Nigeria. Donc ce n'est pas un duel malien-Sénégal. Je pense qu'il y a, on parle aussi de la Mozambique, de l'Angola, qui sont des belles équipes. Il faut se méfier de tout le monde. Le Mali, logé dans le groupe C, devra d'abord éliminer l'Angola et la RDC avant de se faire une place dans le tour suivant. Bonne chance donc aux Aiglones déjà sacrés champions d'Afrique. Ainsi s'achève votre édition de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. D'un moment à l'autre, vous retrouverez Amadou Camara pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes de Chérif la télévision.